Donc, assistance médicale à la procréation, AMP ou PMA. Alors moi, je vais préférer utiliser le terme PMA pendant la lecture de l'article parce que c'est celui que je connais et que vous avez certainement entendu le plus souvent, associé souvent à PMA et GPA, qui est la gestation pour autrui, donc qui est complètement autre chose. PMA, procréation médicalement assistée, GPA, gestation pour autrui. Et dans le cadre de la GPA, il y a l'intervention d'une tierce personne qui va porter l'enfant, ce qui n'est pas du tout le cas pour la PMA. Donc, comme vous avez plus entendu parler de la PMA, tout comme moi, je vais utiliser l'acronyme PMA. Voilà. Donc voilà, donc il y a une incohérence dans la loi actuelle. En France, la loi de bioéthique interdit l'assistance médicale à procréation médicalement assistée post-mortem. Saisie dans 2 affaires récentes, la Cour européenne des droits de l'homme, donc CEDH, et le Conseil d'État ont confirmé cette position. Mais la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, pointe une certaine incohérence dans la loi puisqu'elle autorise le recours individuel à la PMA pour les femmes non mariées. Donc la loi bioéthique de 2021, depuis cette loi, les cas dans lesquels le recours à la PMA, également appelée PMA pour procréation, est possible se sont multipliés. Longtemps réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme, la PMA est aujourd'hui ouverte aussi aux couples de femmes et aux femmes non mariées dans le cadre d'une démarche individuelle. Donc aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas que les couples hétéros qui peuvent y avoir accès. Il y a aussi les couples de femmes et il y a aussi les femmes célibataires. Donc ça, c'est aussi une grosse différence. Donc dans certains cas, la PMA ne pourra être mise en œuvre qu'avec le recours de dons de gamètes. Donc déjà, première chose, donc le recours de dons de gamètes, c'est ovocytes et spermatozoïdes d'un tiers. Déjà, ça veut dire que dans certains cas, la PMA, donc la procréation médicalement assistée, se fera sans don. Il n'y aura pas de don d'un tiers. Ce sera les personnes du couple qui, ce sera les gamètes du couple qui seront utilisés. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que peut-être, comme beaucoup, vous avez l'image de PMA égale don, alors souvent de spermatozoïdes, alors ce qui n'est pas vraiment toujours le cas, alors qu'en fait, in fine, bah non, il y a aussi des PMA sans don. Donc, qui est toujours anonyme, mais comme inscrit dans la loi de bioéthique de 2021, l'enfant devenu majeur pourra, s'il le souhaite, accéder à ses origines. En effet, il a désormais le droit d'obtenir les informations non identifiantes, situation familiale et professionnelle, motivation du don, etc., et même l'identité du donneur. Le consentement du donneur à cette transmission est devenu une condition du don. Alors, je sais pas sur le don de gamètes, enfin de spermatozoïdes, je sais pas s'il y avait un manque et s'il y a un manque à l'heure actuelle. Peut-être que cette condition a peut-être refroidi certains donneurs. Je sais qu'au niveau des ovocytes, il y a un manque de dons. Donc, si jamais, n'hésitez pas à donner vos ovocytes. Alors, je ne connais pas toute la procédure, etc. Donc là, il faudrait se renseigner un petit peu plus. Mais sachez que maintenant, voilà, le don, il y a cette condition-là. Le don nécessitait, je ne sais pas actuellement, un contexte médical menant à sa nécessité ou un passage dans un pays voisin. Il me semblait que non, qu'un tiers, tu as des dons sans nécessité, des gens qui vont donner volontairement leurs gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, sans nécessité médicale. Après, il peut y avoir, par exemple, effectivement, par exemple, une personne qui va malheureusement subir une chimiothérapie ou d'autres, ou autre chose, hein, je dis ça, mais une intervention, en tout cas, présente un risque pour sa capacité reproductive, pour ses gamètes, peut effectivement mettre entre guillemets ses gamètes de côté pour pouvoir éventuellement derrière faire une PMA, quoi. Je veux dire la PMA avec un don d'un tiers, donc sans passer par le couple exclusivement.
Oui, ça peut. En fait, il y a les deux. Il y a la PMA sans don du tout, et il y a le PMA avec don d'un tiers. Enfin, il y a les deux, hein. Il y a les deux, il y a les deux. Mais avant, c'était que les couples hétérosexuels. Là, la différence, c'est qu'il y a aussi les couples de femmes et les femmes célibataires non mariées. C'est la grande différence. Donc, la PMA sans don, c'est la situation majoritaire en France. Donc ça, mine de rien, c'est par rapport à ce qu'on disait juste avant. C'est pour ça que je vous disais, c'est important de garder en tête que, au final, majoritairement, la PMA est pratiquée sans don. Donc ça veut dire que ce sont les gamètes du couple qui vont être utilisés. Et ça, c'est majoritairement, ça se passe comme ça. Donc en France, la PMA sans don de gamètes d'un tiers est très largement majoritaire, selon les chiffres de l'Agence de biomédecine. Il faut dire que ne pas se tourner vers le don de gamètes, lorsque c'est possible, correspond au souhait des parents d'intention dans de nombreux projets parentaux. C'est vrai que si vous voulez un enfant, dans la plupart des cas, pas tout le temps, voilà, vous avez envie comme voilà, il y a ce petit côté transmission qui passe un peu par là. Donc c'est vrai que si vous ne vous la plupart vont peut-être préférer ne pas passer par un tiers quand c'est possible, effectivement. En outre, il évite d'avoir recours au stock de gamètes largement insuffisant en France. Donc en fait, ça répond à la question un peu que je me posais en amont. On a un manque de stock de gamètes aujourd'hui. Et il me semble que les ovocytes, c'est vraiment plus et que les spermatozoïdes, peut-être un petit peu moins, mais quand même. Surtout, je pense, avec le fait qu'aujourd'hui, on doive. Enfin, maintenant, le don est conditionné par ce truc. C'est anonyme, mais voilà. Des situations où la PMA est stoppée avant implantation. Dans le cadre d'une démarche de PMA entamée, des embryons peuvent avoir été conçus par fécondation in vitro, puis conservés. En fait, on va mettre les petites gamètes ensemble. Hop, ça va, hop, ils vont être, et hop, ça va féconder l'ovule, tout ça, ce sera prêt. Mais hop, on les conserve et on attend, on fait pas le transfert tout de suite. Donc, mais le transfert dans l'utérus de la future mère n'a pas lieu pour différentes raisons. En suivant une procédure stricte et avec accord du couple ou de la femme célibataire, ces embryons dits surnuméraires, parce qu'en général, on ne va pas faire juste un seul truc, hein, on va en préparer plusieurs et puis on sélectionne. Enfin, il y aura là où ça va marcher, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc il va y en avoir des en plus, quoi. C'est pas juste un, quoi. Mais c'est pas anonyme si l'enfant peut savoir qui c'est. En fait, c'est si l'enfant le choisit. Je sais pas trop les conditions. Je pense qu'il faudra aller voir dans le détail exactement pour pouvoir lever complètement l'anonymat. Mais en tout cas, l'enfant peut avoir accès peut avoir accès au moins à un minimum de choses sur la situation du donneur ou de la donneuse. Donc, je sais pas la condition qui permet de lever définitivement l'anonymat. C'était pas hyper clair. C'était clair qu'il fallait donner quand même toutes ces informations. C'était pas juste sous X. Mais est-ce qu'il y a une condition particulière sur la levée de l'anonymat? Je sais pas. Donc, les embryons surnuméraires qui ont été mis de côté pourront être soit détruits, soit congelés pour éventuellement être transférés ultérieurement. Alors, c'est aussi il y en a plus parce qu'aussi, des fois, ça ne marche pas, tout simplement. Soit donnés pour la recherche scientifique. Donc, détruits, transférés ultérieurement, donnés à la recherche scientifique ou accueillis par un autre couple, une femme non mariée. Donc ça fait quand même plusieurs options. Hein. Détruit, congelé, recherche et autre couple. Ça fait 4 options. Je ne donnerai jamais une micro-colibri de peur que par la suite les enfants portent plainte contre moi pour leur avoir donné une tête ossurée. Oui, mais si tu leur as donné ta gentillesse, ils le feront jamais. Voilà. Donc, dans le cas des couples, puisque la PMA doit répondre à un projet parental,
Le processus de PMA doit être stoppé en cas de désaccord ou de séparation. Voilà. Quel devenir des embryons en cas de décès d'un membre du couple? Et c'est là où c'est un peu plus délicat. Le processus de PMA est également interrompu en cas de décès d'un des membres du couple. Cela interdit la PMA post-mortelle. Dès lors, se pose la question du devenir des embryons quand la compagne ou le compagnon décède. Parce qu'on rappelle qu'à l'origine, les embryons surnuméraires, il y a 4 options. Et l'un, l'option de les utiliser, elle est plus possible, c'est interdit. Ils ne peuvent plus être utilisés par celle qui voulait les porter. Cette dernière peut consentir à ce qu'ils soient accueillis par un tiers ou fassent l'objet de recherches ou soient détruits. Donc en fait, il y a toujours, en fait, il y a toutes les options sauf celle que c'est elle qui les reçoit. Toutes les options sont toujours sur la table. Alors que pour elle, c'est interdit parce que post-mortem. Donc voilà. En parallèle, depuis 2021, la femme dont le compagnon est décédé peut entamer un nouveau projet parental dans le cadre d'une démarche individuelle de PMA. Mais oui, puisque aujourd'hui, les femmes célibataires non mariées peuvent prétendre à la PMA. Donc en fait, elle a perdu son conjoint, mais elle ne peut plus utiliser les embryons qu'ils ont fait ensemble, mais elle peut quand même faire un projet de PMA et les embryons qu'ils ont fait ensemble, elle peut les filer à d'autres. Vous voyez un petit peu le truc un peu incohérent? Mais elle ne pourra pas bénéficier des embryons obtenus dans le cadre du projet parental entamé avec la personne décédée. Vous voyez le petit truc qui est un peu what the fuck quand même? Elle peut mais elle peut pas quoi. Oui, c'est absurde, c'est vraiment l'incohérence de la loi. Est-ce que c'est le fait que la loi interdisait, comme il n'y avait pas cette histoire avant, ni les couples de femmes, ni les femmes seules ne pouvaient prétendre à la PMA. Il y avait vraiment uniquement les couples hétéros. Donc ce genre de problème ne se posait pas. Donc est-ce que l'évolution de la loi, parfois comme c'est rajouté, du coup ça crée un espèce de bloubi-boulga qui fait qu'on se retrouve avec des incohérences de ce type-là? Est-ce que du coup il serait peut-être pas temps de modifier ça et de trouver une solution? Parce qu'à la base, c'est un choix, hein. Après, on peut être d'accord ou pas, mais le fait de dire pas de PMA post-mortem, s'il y a un des conjoints qui meurt, le processus de PMA s'arrête, pourquoi pas? Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, là, ça devient aberrant, quoi. Ça devient complètement aberrant, quoi. Il n'y a qu'une option qui devient caduque, soit tout, soit rien, non. En fait, c'est ça. Il y a un truc d'incohérence de pourquoi. Mais il est où le truc cohérent? c'est un peu le. Encore une fois, c'est parce que déjà, on pourrait se poser la question de la cohérence de même avant même avant qu'il y ait la loi bioéthique, si elle pouvait déjà donner ces embryons-là à un autre couple et elle ne pas en bénéficier, on pouvait se dire est-ce que c'est cool, pas cool? Effectivement, soit tout ou rien, peut-être ça aurait été. Après, elle peut décider aussi qu'ils soient détruits, hein. Il y a aussi cette option-là. Donc voilà, ça a été déjà questionnable. Mais là, le fait qu'elle puisse refaire une demande de PMA, puisque c'est ouvert aux femmes seules, pourquoi elle n'aurait pas le droit de garder cette option-là? Ou comme tu dis, Croc, tout ou rien. Il faudrait que la personne, avant de mourir, donne son accord pour continuer la démarche. Oui, ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution que quand tu lances un projet de PMA, je dirais même qu'il faut le consentement des deux conjoints pour continuer ou non la démarche en cas de décès de l'un d'eux. Je dirais qu'il faut les deux, pas que d'un, les deux. Mais
Mais oui, oui, ça pourrait être une solution. En fait, ça serait bien de trouver une solution à cette incohérence, ça c'est sûr. Dans un sens ou dans un autre, peu importe, mais qu'au moins il n'y ait pas ces trucs un peu aberrants, quoi. Donc voilà. Or, une démarche individuelle de PMA suppose le recours au don d'un tiers. Ce tiers ne pourra pas être le défunt en raison du principe d'anonymat du donneur. La situation de la veuve est donc celle-ci. Elle peut concevoir un enfant grâce au don d'un tiers anonyme, mais elle n'a pas le droit d'utiliser les embryons conçus avec le défunt. Mais les embryons peuvent être donnés à un autre couple ou à une autre femme. Donc, surtout que oui, ça peut être donné à un autre couple ou une autre femme qui sera seule comme elle. Donc, est-ce que ce serait pas mieux de lui donner à elle, quoi? Oui, voilà, voilà Crocs. Oui, 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 non, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, je voulais vous parler de ce truc-là parce que c'est vrai que bah, ça, c'est toujours, je trouve bien de voir un petit peu bah, déjà de parler de PMA, on n'en parle pas souvent, et puis de voir un petit peu les incohérences de la loi, et en espérant que ce soit tranché. Alors, je suppose qu'avant que ce soit tranché, et voilà, parce qu'il y a d'autres priorités malheureusement. Mais ce serait pas mal quand même qu'ils se penchent sur cette question, et parce que j'ai envie de dire, si on suit la logique, en fait, si on suit la logique du truc, effectivement, proposer un contrat signé par les 2 parties avant pour savoir est-ce que, le conjoint seul aura droit de continuer, la procédure ou pas, voilà, point, quoi. C'est tout. C'est voilà, il y aura pas, ou alors, ben, à partir du moment où l'un des conjoints décède, les embryons sont détruits et il y a pas d'autre option, quoi, point. Donc le tout ou rien, quoi.